Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel un mercredi sur deux à 21h, mesdames et messieurs. Compliqué de démarrer cette saison 3, hein, vous l'avez vu, hein, on n'est pas très ponctuel. On s'en excuse d'ailleurs parce que on a eu quelques petites complications privées et en termes d'orgas. Mais heureusement, il y a un de nos anciens invités. Putain, mais j'articule comme une merde ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. On a un de nos anciens invités, de la saison 1, si ma mémoire est bonne. Saison 1 ou saison 2, bah bref, un de nos anciens invités, qui a souhaité revenir pour parler Dark Fantasy. Alors, on va pas vous mentir, c'était à la base dans un objectif promotionnel pour le prochain tome de sa série Les Royaumes démoniaques, qu'il écrit en indépendant. Le problème, c'est que ce projet-là a été retardé pour des raisons qui le concernent. Mais malgré tout, on a voulu maintenir cette émission-là. Et en fait, ce sera plus une discussion entre potes qu'un véritable radio dojo. Mais c'est toujours bien. Donc, salut à toi, Christopher Evrard. Hello. Comment vas-tu ? Bah, comme tu dis, j'ai traversé une passe un peu compliquée, mais maintenant ça va un peu mieux. En fait, pour très rapidement expliquer, c'est que j'ai eu une période vraiment à chier et j'ai dû déménager en urgence parce que mon appartement était devenu insalubre et du coup, voilà, ça a été compliqué. J'ai dit bon mec, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit si tu veux venir, ça m'arrange. En gros, c'est ce que tu m'as dit. Non, alors, on va mettre les choses au clair parce que je vais passer pour un énorme Mais non, je dis ça pour te charrier en plus. Ça marche, toi tu cours. Toi-même, tu sais, hein, l'autisterie n'est jamais finie. Mais non, mais toute blague mise à part, en fait, en gros, c'est juste qu'on avait de la chance que le thème, qui est le thème de ce soir, était prévu dès le moment où on a organisé l'émission. Donc, en fait, on s'est dit, bon, on peut toujours organiser ça. Voilà. Oula, j'ai voulu intégrer ton PNG, mais là, t'es giga immense avec. Attends 2 secondes. Ah bah, j'en ai une grosse, hein, c'est normal, hein. C'est toujours ça les Belges, faut toujours que vous montrez que vous en avez une grosse pour compenser la petitesse de votre pays. Tu sais qu'on est dans des pays au monde où on a la plus grosse démographie. Donc Oui. c'est-à-dire que c'est un très petit pays et on est mais à combien d'habitants par mètre carré, mais c'est incroyable quoi. Ouais, c'est ça, j'en avais entendu parler. Ouais, je crois qu'il y a Monaco qui est peut-être un peu en dessus, je crois. Mais, Ouais, t'as des petits États comme ça, ou Singapour, ou des choses comme ça, mais la Belgique, entre guillemets, c'est un vrai pays. Ouais, je sais, la blague, c'est pas un vrai pays, la Belgique. Mais du coup, ouais, on est... En fait, vous, en France, vous êtes 60 millions, je crois, 60, 70 millions. Ouais, c'est ça. Ouais. En Belgique, nous, on est 12 à 13 millions. Et on est que 40 fois plus petit. Donc c'est beaucoup quand même. Hein. Et nous, on a la diagonale du vide, faut rappeler. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les zones les plus peuplées, c'est les zones urbaines et périurbaines. Et après, il y a tout ce qui est un peu campagnard où c'est dépeuplé. Mais ouais, c'est comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays gigantesque où tu as des zones où il n'y a rien. C'est par exemple un désert ou des montagnes ou des forêts. C'est avec Vero York qui dit c'est pour ça que c'est le gourou du Decinarius. Bonsoir. Ah, salut Véro. Alors pour ceux qui savent pas, le Decinarius, c'est le nom de mon serveur des Discord, mais c'est aussi le nom d'un bateau dans mon univers de mes bouquins. Un bateau pirate. Merci de passer du coup, Véro. Mais du coup, voilà, ça a été un passage un peu compliqué, donc j'ai dû déménager en urgence, et comme vous savez tout le monde, déménager, des fois, c'est un peu stressant, surtout quand on fait quand même un certain nombre de kilomètres, on change de ville, on a des problèmes psychiques, tout ça. Donc ça a été rock'n'roll, mais j'ai réussi à m'adapter, ça va beaucoup mieux maintenant, donc c'est cool. Je redécouvre le silence, par exemple, mais c'est tellement bien le silence. Moi, un peu moins maintenant que j'ai mon chat, mais oui. Ouais, mais ça va, c'est toi qui as choisi, tu vois, c'est pas tes voisins qui ont 4 chiens dans 30 mètres carrés, quoi. Effectivement, ouais. Et je te parle pas des petits chiens, je te parle des gros, hein, genre des Labrador ou Golden Retriever. Le cauchemar d'un cynophobe comme moi, mais oui, effectivement. Un quoi, un cynophobe ?
Phobie des chiens. Voilà, bah maintenant c'est officiel, je l'ai dit. Voilà, voilà. Voilà. Non, non, vous pouvez clipper ça. Mes détracteurs, vous pouvez utiliser ça contre moi. Oui, voilà, j'ai la phobie des chiens. Voilà, foutez-vous de ma gueule. Non, c'est parce que je connaissais pas le nom. Je savais pas le nom de. Ouais. Sinophobe. Sinophobe. Marrant. Alors pas Sino S-I-N-O, hein, c'est Sino C-Y-N-O. Voilà, je préfère préciser. Rien à voir avec les Asiatiques. C'est marrant, je connaissais pas. Voilà. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ok, ouais. Bah j'aurais dit caniphobie, tu vois, ou enfin c'est le mot en fait, ça Ouais, d'ailleurs, c'est quoi la racine? J'ai oublié. Attends, je vais voir ça. Bah c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le sinos. Je sais pas ce que c'est. Du grec sino, ouais, sino chien. Et phobos. Pourquoi ils disent canis alors? Canis, c'est les Romains, c'est pas les Grecs. Ah ouais, c'est vrai. Ok. C'est pour ça, c'est que comme phobos c'est grec, ils se sont dit on va prendre une racine grecque et du coup ça fait. Ouais, là on a une pub commerciale break in progress. Putain la vache. Y a pas de petit profit. L'enculé. Ah non, mais écoute, je comprends. Bon, 3 minutes trop de pub? Non, moi je vois qu'il reste quelques secondes seulement. Bon, ceux qui voient la rediff, vous êtes épargnés. C'est pour ça que maintenant tout le monde va se voir sur la rediff, ils ont compris. Mais oui. Donc là, du coup, ils ont pas entendu ce qu'on disait là. Ça dépend lesquels. Ah, ça dépend lesquels, ok. Je sais pas, mais donc voilà, on a appris la racine du mot sinophobie. Voilà. Ouais. Donc, et du coup, on avait prévu du coup de faire cette émission sur la Dark Fantasy parce que ça permettra aussi de faire un peu le lien avec ton travail et à défaut de faire vraiment une promotion, vu que c'est pas encore dans l'actualité, au moins de faire un petit teasing sur ton univers. Déjà, il faut toujours définir ce dont on parle. Et bon, je prends une définition classique, hein, c'est Wikipédia, mais bon, c'est toujours mieux que rien. La Dark Fantasy, selon Wikipédia, la Dark Fantasy est un sous-genre des littératures de l'imaginaire dans lequel les distinctions entre le bien et le mal, thème récurrent dans la fantasy générale, s'effacent au profit d'histoires au ton plus réaliste et dur, parfois violents. Ces dernières laissent généralement une grande part aux manipulations et intrigues politiques, mais elles entament également une réflexion sur les côtés les plus sombres de l'être humain. Est-ce que tu voudrais rajouter un peu plus de nuances à cette définition? Non, c'est globalement correct. Après, tu pourrais peut-être mettre en avant... Enfin, quand je dis tu, c'est un tu général, hein, c'est pas tu, toi. Hein. En Belgique, on fait beaucoup cet usage de langage. Bon, t'as compris. Ouais. C'est souvent plus pour un public mature et adulte. Ou au minimum genre des jeunes adultes. C'est un peu comme au Japon, tu vois, t'as les shonen, c'est pour les garçons, et t'as les seinen, c'est pour les adultes. Et du coup, c'est un peu ça, en fait, la dark fantasy, vu qu'on va aborder des thèmes, en général, plus profonds, autant dans le style que la forme, que le fond, que ce que tu veux. C'est en général plus pour les adultes. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, tu peux montrer ça à un gamin, ça passe. Par contre, montrer Berserk ou montrer Claymore, ça passe moins. Alors, le Seigneur des Anneaux, oui et non. Il y a des passages qui sont assez durs. Hein. Moi, je sais que le Seigneur des Anneaux, avant mes 10 ans, mes parents ont dit alors, moi, j'avais en tête les romans, mais oui, même, enfin, les films, oui, il y a 2-3 scènes qui sont un petit peu costaudes, mais bah, tu peux pas comparer quand même, je sais pas, alors pas la série Witcher, mais le jeu vidéo Witcher, les scènes et les événements qui se passent, c'est pas comparable au Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est beaucoup plus dark le Witcher, tu vois. Oui, c'est clair, mais c'est juste que voilà, il faut quand même apporter une nuance. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ma porte d'entrée, une de mes portes d'entrée à la Dark Fantasy, ça a été Legacy of Kain. T'es là, oui, ouais. Soul River notamment, sur Dreamcast, pour ceux qui savent. Ouais, j'ai pas joué au jeu, mais je vois de quoi tu parles. Mais voilà, donc c'est vrai qu'en général, la Dark Fantasy, c'est plus pour les adultes. C'est aussi pour ça, bon, je fais une diagonale un peu vénère, mais t'as la romance classique,
et tu as ce qu'on appelle la dark romance aujourd'hui, avec tout la tripotée de réputation qu'elle traîne, bah c'est systématiquement plus pour les grands, tu vois. Tu peux avoir des trucs de romance un peu plus soft et un peu plus léger, et à côté tu as la romance, bah là où tu abordes des thèmes différents, et du coup forcément c'est plus pour les grands. Je ne dirai rien. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, non, parce que tu dis ça, mais j'ai écrit une dark romance justement. Enfin, je l'ai écrit sans, Mais oui, sans le vouloir. mais je m'en fous, moi c'est pas... Enfin, tu m'en as parlé de ton bouquin, donc il n'y a pas de souci. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est la différence entre... bah oui, allez, je vais prendre un autre exemple. Imagine, tu as Dragon Ball, Ouais. et à côté, tu as le comics Invincible. C'est pas pareil, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Dragon Ball est plus soft, tu vois, en comparaison. Bien sûr. Mais d'ailleurs, sur la page Wikipédia, ils mettent Zelda Majora's Mask dans les jeux Dark Fantasy. Je suis pas sûr, mais bon. Et en fait, à l'époque, et comparé de ce qui se faisait avant de Zelda, oui, c'est logique. Il est beaucoup plus sombre et beaucoup plus... Moi, j'ai pas joué, hein, mais j'ai lu, j'ai vu des let's play, des machins, et tout ça. C'est plus... c'est pas pareil. Il a pas le côté un pas kawaii, mais le côté Miyazaki enchanteur, tu vois. Il est plus sombre, beaucoup plus sombre. Oui. Effectivement, ouais, sur ce point-là. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de creepypasta autour de ce jeu-là particulièrement, quoi. C'est parce que c'était mon client. J'ai dit creepypasta en 2025, à l'aide. Mais du coup... toi, quelle a été ta porte d'entrée à la Dark Fantasy quand et ça a été quand et quoi? Warhammer, quand j'étais gamin. Putain. Quand j'avais 14-15 ans. Après, déjà petit, je regardais des trucs que je devais pas, donc... Je veux dire, moi, j'ai vu les Gremlins, j'avais 3 ans, tu vois. Le premier, je parle. Donc, et j'en ai fait des cauchemars, d'ailleurs. Ou même, je sais pas, c'était quel film Mimic de Guillermo del Toro. Pareil, je l'ai vu jeune aussi, celui-là. Donc, ça va que ça a été Mimic et pas le labyrinthe de Pan. Labyrinthe de Pan, j'ai regardé plus tard. Moi, il m'a pas... Il m'en a touché une sans remuer l'autre, quoi. Moi, je trouve honnêtement Mimic est plus violent que le labyrinthe de Pan. Ah, ok. Tu trouves que le labyrinthe de Pan, il est plus... En vrai, je sais pas. Vénère? En vrai, je sais. En fait, le truc, c'est que le labyrinthe de Pan, quand j'étais gamin, on m'a dit tu regardes surtout pas ce film, tu le regardes surtout pas. Et c'est vrai que du coup, je me fais une image dans la tête, mais parce que j'ai pas vu ce film, mais je me fais une image de film un peu sombre, tu vois. Mais... Il est creepy. Il est creepy et il y a un espèce de sous-texte sur le principe de la mort. Et pas la réalité, mais que... Comment expliquer? Les mondes imaginaires, le monde réel. Il y a un côté Narnia. Mais ouais. c'est j'y vais à la truelle. Parce que Narnia... Oui. J'y vais à la truelle, hein. C'est pas du tout Narnia, mais il y a le principe où elle passe d'un monde à l'autre et tout ça et machin. Et t'as aussi les soldats en costume gris, parce que je sais pas si je peux dire le mot, parce que ça se passe à cette époque-là. Et du coup, parce qu'il y a aussi un sous-plot en fait avec ça. Donc il y a tout qui est rassemblé pour être un peu oppressant. Mais Mimic, il est vénère, quoi. Je sais pas si tu l'as vu, Mimic? Non, en fait. En réalité, ok. Ah, il est vénère. Quand tu réfléchis au principe de base déjà du fonctionnement des insectes, donc les mimiques, ouah, la vache. Et moi, j'ai toujours en scène quand j'ai vu le film quand j'étais petit, mais pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront très bien. C'est le principe du mec au chapeau avec les cuillères. Et le petit gamin d'ailleurs qui est un peu séduit par ça et tout. C'est ultra malaisant, surtout quand tu sais ce que c'est en fait, tu sais c'est quoi. C'est vraiment... voilà. Donc tout ça pour répondre à ta question, ça a été très jeune en fait, moi que j'ai découvert la Dark Fantasy. Donc je dirais que en fait déjà enfant je regardais ça quoi. Je veux dire moi je regardais Robocop, je regardais Alien, je regardais Rambo, je regardais... Starship Troopers, c'est tout ça quand j'étais jeune sans problème quoi. Ouais. Mais tous ces œuvres-là, ouais. Donc en fait, t'as toujours été
En plus ou moins, en contact plus ou moins avec le morbide, quoi. Enfin, pas avec le morbide, mais avec. Oui, non, mais on peut dire ça, oui, oui. En même temps, j'y réfléchis, j'ai regardé un film Freddy, je devais avoir 6 ou 7 ans, donc ouais. Et tout en ayant conscience que t'avais pas forcément l'âge pour ça, quoi. Que. Bah non, mais je m'en foutais en fait. Non, non, mais aujourd'hui, avec le recul, tu te rends compte qu'il y avait un truc qui était pas normal quand même. Honnêtement, non. Pour moi, c'est pas. En fait, c'est un indicateur. C'est un peu le cliché de la phrase. Tu sais, dans les Pirates des Caraïbes, c'est plus un guide ou des guidelines, tu vois. Donc en fait, si tu sens que toi, mettons que tes parents. Moi, j'ai un enfant. Si je sens que ça va pas passer, évidemment, je vais pas le faire. Ouais. Et de base, la règle est non. Mais si je vois, ok, il est suffisamment de recul, il va pas être traumatisé, il va pas être machin, il va pas être bidule, je peux lui montrer certains trucs, pas tout, évidemment, mais un Freddy, par exemple, à mon avis, non, ça passera pas. Mais mettons qu'il a 4-5 ans, il a envie de regarder Men in Black. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mimic, c'est vrai que c'est violent quand même, mais voilà, moi j'ai une vie où bah, mon père est mort quand j'étais très jeune et ma mère était alcoolique, absente, donc je me suis éduqué tout seul. Hein. Ah ouais, du coup, Je suis pas forcément représentatif. Bah, j'avais une armoire remplie de cassettes de plein de trucs et quand j'allais louer des films au vidéoclub à l'époque, ma mère c'est quoi ça? Ben, j'ai envie de ça. Bon d'accord, tiens, prends. C'est comme ça que j'ai eu Freddy. Je vois. Je trouvais que la couverture de Freddy 5 était vachement bien. C'est vrai qu'à l'époque, tu pouvais te baser que sur des jaquettes ou les rares trailers qui passaient, quoi. Donc, oui. Ah, je te parle de ça, c'est les années 90, même pas 2000, quoi. Donc, à quel âge j'ai regardé Freddy? Parce que celui-là, c'était jeune. Et c'est vraiment, ouais, c'est le plus vénère que j'ai. Déjà, on va voir la sortie, voir si je Mais dis attends, pas de du coup, ça a été Warhammer ou il y a une autre œuvre Dark Fantasy avant qui a été initiative parce que là, tu parles d'ouvrages de SF, d'horreur, mais. Ben, en fait, la Dark Fantasy, c'est très large. C'est pas forcément de la fantasy en tant que telle. Bon, après, si t'as envie, on peut se cibler là-dessus. Mais parce que c'est vrai que par exemple, on va te citer dans les précurseurs. Alors, il y a certains qui disent Lovecraft, bon, c'est plus ou moins défendable, et certains vont te dire Michael Moorcock. Ouais, mais Moorcock, ouais, c'est ça. Donc, ouais. est-ce que c'est eux qui ont posé les bases de ce qui deviendra la Dark Fantasy quelque part? Ça, oui, clairement. C'est Moorcock d'ailleurs. Moorcock. Pour moi, c'est pas Lovecraft. Lovecraft, c'est du fantastique Lovecraftien. Enfin, c'est vraiment, c'est un style à part en fait. Il était avec les grands, les grands maîtres des trucs creepy. J'oublie le nom des mecs. C'est un peu comme la science-fiction. Tu vois, t'as Frank Herbert, t'as Asimov et t'as Heinlein. Et après, en fantasy, tu as eu Le Seigneur des Anneaux, donc Tolkien, tu as eu Narnia, et tu as eu un troisième dont j'oublie le nom. T'en as certains qui vont Lewis Carroll. T'en as certains, ils vont même remonter plus loin en disant qu'en fait, le vrai précurseur de la Dark Fantasy, c'est Beowulf. En fait, tu t'en sors plus là, du coup. Ben, techniquement, oui, si on remonte vraiment jusque-là, mais après, là, c'est c'est des poèmes, c'est pas des œuvres complètes, tu vois. Oui. Alors là, on devrait dire que c'est les Eddas, tu vois, c'est la mythologie, mythologie viking ou les trucs de ce genre-là, tu vois. Maintenant, si on parle d'œuvres de fiction en tant que telles, pour moi, l'inventeur de la dark fantasy, pour moi, c'est Moorcock. Moorcock, ouais. Bah, c'est un peu le nom qui est cité, hein, c'est le cycle d'Elric. C'est le nom qui à chaque fois qu'on te... En tout cas, dans la culture mainstream, dès qu'on te parle de précurseur de la Dark Fantasy, on te cite Moorcock et Elric. Oui, d'ailleurs, c'est horrible parce qu'il est oublié de tous. En fait, Moorcock, il fait, moi, ce que j'appelle le pont entre la fantasy classique il y avait Disney, Lewis Clark et Tolkien. Pour moi, c'est le trio de base de l'époque. Donc, tu as ça comme base. Après, tu as le trio de la science-fiction. Et puis après, tu as Moorcock qui est apparu. Moorcock, il fait la jonction entre les anciens, donc Disney, Tolkien et tout ça, et la fantasy d'aujourd'hui. Par exemple, le principe du chaos dans Warhammer, le principe du mec avec une épée maudite, les cheveux blancs, tous ces trucs qui sont utilisés énormément de nos jours, quoi. Et du coup, ouais, tu trouves... Par exemple,
Non, vas-y. Du coup, ouais, tu trouves ça regrettable que comment dire, que la postérité l'ait pas aussi bien retenu, alors qu'il a été quelque part Bah, précurseur sur bien des points. ouais, c'est dommage, c'est dommage. Après, heureusement, les vrais savent, mais ce serait bien qu'on arrête de l'oublier parce que, ouais, il fait le pont entre la fantasy moderne, générique, hein, pas seulement la dark fantasy et les anciens, quoi. Je veux dire, tout le monde est là, oui, Tolkien, ouais, Tolkien, oui, Tolkien. Alors, je suis d'accord, c'est très bien, Tolkien. Jamais je dirais le contraire, mais Moorcock, les gens ils savent pas quoi. Il y a des groupes de métal qui ont fait des chansons basées sur l'œuvre de Moorcock quoi. Ah, Un peu comme Conan, tu vois. ouais, tout comme je sais que le groupe de Metal Summoning était très influencé par Tolkien dans toute son œuvre. C'est-à-dire que Summoning, à chaque fois, ils font référence à l'œuvre de Tolkien. Et il existe des groupes où c'est les Summoning de Moorcock et d'Elric. Il y a plein de groupes de black metal avec Tolkien aussi. Bah, tu sais d'où ça vient le nom Burzum? Oui, bien sûr. Voilà, pour ceux qui savent pas, Mais c'est pour ça que je te dis. ouais. Pour ceux qui savent pas, Burzum, le projet de Varg Vikernes, en fait, ça veut dire ténèbres en noir parlé, c'est ça, hein? En Black Speech, ouais, Black Speech. C'est ça, ouais. Ah, toi, tu le dis en anglais, toi. Ouais, moi je suis un VO guy, moi. C'est pareil, t'as Gorgoroth, t'as. Oui, c'est vrai. Ben, le pseudo de Varg avant, c'était Comte Grishnak. Putain, c'est quoi l'autre encore que j'oublie? Dimmu Borgir, tous ces trucs-là, tu vois, c'est des trucs de Black Speech en fait qui ont été repris. Bah même Summoning, hein, c'est du Black Sympho quelque part, hein, donc c'est Oui, ça. non, mais moi quand je dis Black Speech, c'est que le nom du groupe ou des noms de chansons a été repris en fait de directement l'œuvre de Tolkien. Oui, C'est ça oui, que je bien sûr. dis. Summoning, j'avoue, je connais pas. Summoning, Moi, je connaissais, c'était Battle Lore qui utilisait du Tolkien. Summoning, c'est un groupe autrichien. J'ai un album 2, c'est très très cool. Par exemple, bah, tu vois, le vidéaste Maxwell qui fait beaucoup de vidéos sur le métal, je crois que c'est son groupe préféré. Ils font un black metal atmosphérique et sympho. C'est plutôt sympa, un peu teinté de Dungeon Synth. C'est pas mal du tout. Vero York qui dit il a pas parlé de Berserk. Non, mais t'inquiète pas, on y va venir. En mon avis, Ben, c'est parce que oui, je vais forcément en parler, mais je crois que je l'ai mentionné une fois ou deux quand même. Mais en fait, Moorcock, c'est avant. Oui. Moorcock, c'est les années 60, je pense, si je ne m'abuse. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il dit Moorcock, Ah, il est toujours en vie. Né en 39. Ouais. Et le cycle d'Elric. Oh, ça a démarré en 61. Ah ouais, 61. Ouais, voilà, je disais, années 60. Années 60. On l'a eu très tardivement en France, nous. 75. Ben, on l'a pratiquement pas eu. C'est Witcher qui a volé la vedette. Et aux États-Unis, en Angleterre et tout ça, c'est comme d'hab. Hein, la francophonie, elle est en retard sur tout. Je dis bien la francophonie. C'est pas uniquement la France. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que la Dark Fantasy t'est plus plu que la fantasy classique? C'est les complexités morales qu'il y a autour des intrigues ou il y a autre chose? C'est juste plus... Honnêtement, à l'époque, quand j'ai vu ça, moi, j'ai trouvé ça juste plus cool. Ah. C'était plus balèze, c'était plus riche, il y avait plus de complexité dans l'univers. Je prends l'exemple de Warhammer, hein, parce que moi, ça a été vraiment le gros... Il y a eu un avant et un après Warhammer, hein, clairement. On en parlait avec Bibi Miniature, tu sais, qui fait du modélisme pro. Et on se rend compte que tous ceux qui font du modélisme, que ce soit historique ou autre, ils sont tous passés par Warhammer. Tous. Mais c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire. L'univers était juste trop cool. Et c'était pratiquement le leader et le seul... à offrir un truc pareil en fait Game Workshop. En fait Game Workshop ils étaient le seul univers cohérent où il y avait un jeu de figurines qui reprenait tous les codes et les perfectionnait de Lovecraft, de Seigneur des Anneaux, de Moorcock, et puis tu as eu Warhammer 40 000, donc ils ont touché la science-fiction, donc tout ce qui était Star Trek, Star Wars, Dune, parce que l'Empereur et les Primarques, etc., ça vient de Dune, ça beaucoup. Warhammer Game Workshop, c'est le plagiat le plus réussi de l'univers. Hein. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. C'est marrant, parce qu'on dit un peu la même chose de Matrix sur la science-fiction. C'est un peu différent Matrix, mais oui, c'est le principe elle-même, quoi. C'est tous les codes, quoi.
Et du coup, voilà, moi Warhammer, ça a été vraiment ça parce que l'univers était riche. Moi, j'étais pour fantasy, moi c'était les hommes lézards et les nains, de vous vous en doutez vu ma barbe. Et j'aimais beaucoup à 40 000, c'était les Nécrons, les Tyrannides et les Space Wolves. Donc là, c'est Space Marine, ça. J'aimais bien le Marine du Chaos aussi, dans une moindre mesure, mais uniquement certains chapitres. Bref, et du coup, Warhammer était un univers autant battle que 40K, parce que Warhammer 40K, c'est techniquement aussi de la dark fantasy, mais c'est de l'horreur fantasy, en fait. Pour ceux qui ont vu le film Event Horizon, d'ailleurs, qui est excellent, avec Laurence Fishburne, donc celui qui fait Morpheus. En fait, c'est dans l'univers de Warhammer 40 000. Ils le disent pas, mais c'est Warhammer 40 000. Tout le plot, c'est ça, en fait. Et du coup, c'est de l'horreur fantasy, et donc même là, tu avais une richesse, mais de fou furieux. Enfin, c'était mais incroyable. Là où les œuvres, mettons, prenons Star Wars, donc là on parle de science-fiction un petit peu. Voilà, t'as les Jedi, t'as les machins, t'as les bidules, c'est très... On parle très peu en fait de autre chose que l'histoire des Jedi dans Star Wars. C'est pas pour dire que c'est mauvais, c'est pour dire que c'est un peu, comme on dit, un one-trick pony. Dans Warhammer 40 000, tu peux aller voir les sœurs de bataille, tu peux aller voir les orques, tu peux aller voir les Nécrons, tu peux aller voir les Eldar, tu peux aller voir les Tau, tu peux aller voir évidemment la garde impériale et l'espèce marine, tu peux aller voir les dieux du chaos. Enfin, t'as tout en fait. Et Battle, donc là on revient sur la dark fantasy. Moi, c'était la richesse de l'univers. Donc, tout ce qui était humain et tout ça, ça m'intéressait pas, moi. Moi, je voulais des monstres, je voulais des nains, je voulais des elfes, je voulais des dragons, je voulais des... Et c'est ça, en fait. C'est la richesse de l'univers et le cool factor. Le côté transmédia un peu, non? Toi, t'étais plus modélisme ou c'était les autres aspects de Warhammer qui t'intéressaient? Non, moi, c'était le jeu et l'univers. Donc, moi, je racontais des histoires avec mes figurines, limite. D'accord, Je faisais un lore et je faisais mon armée, elle s'appelle comme ça. Bah, elle s'appelait, je me souviens encore, c'est les guerriers les guerriers du soleil Shotek. Voilà, c'était ça, le nom de mon armée d'hommes lézards. En fait, Warhammer, c'est le Worms pour adultes. Comment ça, Worms pour adultes? Worms, tu sais, tu vois le jeu Worms, le jeu vidéo? Oui, bien sûr, les petits vers de terre. En fait, techniquement, c'est ça, tu composes ta propre équipe et ton but, c'est de défoncer le mec d'en face. Ça... oui, bah, c'est différent, c'est beaucoup plus... Oui. C'est un jeu d'autiste, hein. Warhammer, c'est comme Magic, hein. Il faut que tu aies tel modèle avec tel truc. Ouais, mais si je prends 10 Space Marines, je peux avoir 2 armes spéciales. Mais c'est mieux que de prendre 2 équipes parce qu'en plus, il faut qu'ils prennent autant de pertes pour pas déclencher les tests de morale et tout ça. Et du coup, en termes de points, c'est plus rentable. Enfin, c'est truc, voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. C'était le jeu, mais c'était aussi l'univers. Moi, je voulais mon armée de dinosaures, enfin d'hommes lézards, avec des dinosaures et avec des crapauds magiciens qui font retourner des montagnes sur leurs ennemis. Enfin, c'était cool. Mais ça parlait aussi de thématiques intéressantes. On reprend les hommes lézards. Les hommes lézards, en fait, moi, ce que j'adorais chez eux, c'est que c'était la race la plus ancienne de l'univers de Warhammer Fantasy, qui étaient là pour protéger le monde et normalement c'était eux qui devaient dominer la planète. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, le chaos, le machin, le truc, et du coup tu as toute une intrigue où en fait les hommes lézards, oubliés un peu de toutes les autres races, tous les autres peuples, etc., ils essayent de sauver le monde comme ils peuvent avec les pertes qu'ils ont eues de l'époque. Ils ont d'ailleurs sauvé le monde, mais personne ne le sait. Et donc c'est une espèce de race gardienne, en plus le fait que c'est des hommes lézards, donc c'est plus stylé, cool factor, parce que moi j'aime les dinosaures. Je vois. Attends. Il y a Divadown qui dit « Viens chez moi, Taiki Evrard, j'ai une bouillie de figurines 40K et fantasy. » Ah, ça fait très longtemps que j'ai plus joué. Moi, je suis plus à jour sur les règles et tout ça. Hein, mais même une soirée peinture, pourquoi pas, ça peut être fun. Je voulais te poser une autre question sur la Dark Fantasy parce que je me rappelle, je sais pas si tu vois la série Epic Rap Battle of History. Oui. Ils avaient fait à un moment donné un épisode qui opposait Tolkien à George Martin, le Trône de Fer. Ah putain, ouais. Quoi? Oui. Non, rien, non, je vois le truc venir d'avance, mais vas-y, on va voir si c'est ça ou pas. Attends.
Et en fait, j'avais l'impression que le battle euh, opposait un peu, tu vois, deux visions différentes, c'est-à-dire la vision de Martin qui disait Tolkien, t'es bien gentil, mais en fait, c'est ton truc, ton bordel, il est très dichotomique, il y a les gentils, les méchants, voilà, il y a ce côté-là. Et alors que moi, mes intrigues sont beaucoup plus complexes, il y a beaucoup plus de nuances, et beaucoup plus de zones d'ombre, etc. Et Tolkien qui dit à côté, oui, mais c'est le but de le but de la fantasy est justement d'être irréaliste. Est-ce que est-ce que tu penses que ceux qui aiment la dark fantasy cherchaient dans la fantasy un peu plus de pragmatisme, que ce soit dans les rapports humains, dans les orientations? Parce qu'ils trouvaient peut-être que la fantasy classique était un peu plus téléphonée. Est-ce que tu penses que c'est pour ça? Déjà, est-ce que tu considères que Game of Thrones est de la dark fantasy? Certaines classes dedans en tout cas. Moi je sais pas, j'aime pas Game of Thrones. Enfin j'ai regardé, j'ai essayé quelques épisodes, j'ai pas accroché. Moi, j'aime pas non plus. Mais par contre, George R. R. Martin, je trouve que c'est un homme assez fascinant. Si tu l'écoutes parler sur son expérience d'écrivain, c'est un puits de connaissances incroyable. Bon, mais bref. Moi, en fait, le problème que j'ai dans ta question, c'est tu compares ça à Game of Thrones, mais ce serait valable pour n'importe quoi ou tu parles vraiment de Game of Thrones? Non, mais même en dehors de ça, je vais donner un exemple pour le coup d'une licence où on peut difficilement discuter l'appartenance à la Dark Fantasy, Legacy of Kain. Ouais, j'ai pas joué au jeu, mais ok, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire, ça va. Ok. Du coup, en fait, moi, Game of Thrones, pour moi, c'est pas, c'est de la fiction historique, en fait, limite. Après, il a créé son univers et tout, donc il surfe sur beaucoup de styles et de méta et tout ça. Parce que si tu regardes, c'est que des événements historiques qu'il a remaniés à sa sauce, en fait. Donc, c'est très particulier, Game of Thrones, en fait. C'est pas de la dark fantasy, c'est encore un peu différent. Soit, ça, c'est la parenthèse Game of Thrones. Par exemple, et note, je trouve plus intéressant ce qui se passe là avec Dance of Dragon que Game of Thrones, tu vois. Parce que Dance of Dragon, c'est vraiment, ok, on est plus sur un truc politique, mais il y a le côté fantasy, dragon, machin, bidule. Que dans Game of Thrones, l'élément fantasy, tout ça, il est très faible. Après, ça existe qui est de ce qu'on appelle de la low fantasy, mais c'est des trucs historiques en fait quoi. Tu regarderais Kingdom of Heaven, c'est presque pareil, sauf qu'il y a plus d'intrigue quoi. Bref, ça c'est un autre sujet. Et il y a pas Orlando Bloom pour les petites midinettes qui seraient là. Ah là là, il est tellement beau Orlando Bloom. Mais moi j'adore Kingdom of Heaven donc. Non mais en plus il est vraiment beau gosse Orlando Bloom donc je critique mais en vrai. Ouais. Mais du coup, tout ce qui est donc ta question pour le pragmatisme, je suis perturbé par la pub là qui passe. C'est quoi ce machin en plus? Je sais pas si on a la même ou pas. Mais si c'est moi qui contrôlais les pubs sur mon Twitch, ça se saurait. Donc. Ah ok, ouais non. Parce que moi j'ai des trucs là il faut recycler, il faut machin, il faut mais qu'est-ce qui me casse les couilles. Ouais, j'ai un truc de la SNCB donc c'est forcément c'est par utilisateur, ok. Mais donc c'est pas le pragmatisme parce qu'en fait je sais plus si t'as dit que c'était pour ou contre. Pour moi, toute œuvre de fiction, le but c'est de s'évader. Donc c'est de pas être réel. C'est pour ça par exemple que nous on préfère, enfin nous. C'est pour ça que je parlais de pragmatisme dans les rapports humains. Dans le sens où, par exemple, dans Legacy of Kain, techniquement, Kain c'est le perso principal. Il se comporte quand même comme un giga enculé, quoi. Dans le premier jeu, il sacrifie. Mais ça, c'est classique, hein, ça, le cliché de l'anti-héros. C'est très banalisé maintenant. Après, peut-être qu'à l'époque, c'était pas le cas. Parce que je sais que c'est un peu vieux maintenant, quand même, ce jeu. Mais c'est justement parce que c'est plus intéressant à suivre. Donc, je vais juste terminer mon idée. Bon, je vais devoir développer un petit peu. Je vais faire un léger monologue. C'est que les œuvres de fiction, que ce soit dark fantasy ou pas, le but c'est de s'évader. Donc le but c'est que ça ne soit pas réel, ou en tout cas suffisamment pas assez réel pour que on ait ce sentiment d'évasion, d'émerveillement, de découverte, etc. Il faut qu'on aille à Disneyland.
Il faut qu'on aille dans un endroit où on se dit oh, mais c'est magnifique, ou oh mais il est trop beau, ou trop classe, ou mais c'est fou, il est capable de soulever une voiture, ou Iron Man, mais comment il a fait pour faire une armure tout seul comme un con à poil dans une caverne en Afghanistan. Enfin, c'est tous ces trucs-là, en fait, on est là pour nous faire rêver. Et la Dark Fantasy, elle offre ce truc d'évasion, mais dans le côté, on va explorer des thématiques plus sombres, plus adultes, qui ne sont pas banales et qui nécessitent que le spectateur ou la personne qui s'intéresse à ce qu'elle est en train de regarder ou faire ou lire ou ce que tu veux, bah en gros qu'elle soit plus mature, tout simplement. C'est pour ça que je dis, il faut que la Dark Fantasy signifie forcément un minimum de maturité. Voilà, c'est ma réponse. Non, je vois. Oui, donc, d'accord. Donc, ouais, c'est plus la maturité que la... Enfin, la maturité et du coup, un peu la complexité, en mode... y a pas que... C'est la richesse du média. Il n'y a pas que les gentils et les méchants, comme dans d'autres œuvres fantasy, qui sont beaucoup plus dichotomiques. Bah, ça peut l'être. Oui. Ça peut l'être. Ça peut être... Si, ça peut l'être. Bah, par exemple, dans... Ah, c'est quoi encore Claymore. Claymore, tu as d'un côté, c'est un manque. En fait, moi, Véro parlait de Berserk. Il y a deux. On est parti. Il y a deux grandes références pour moi dans la Dark Fantasy. C'est Berserk et Claymore. Et Claymore, c'est Berserk avec des gonzesses. Bon, c'est légèrement différent, mais c'est le même principe. Claymore, donc tu as ce qu'on appelle l'ordre des Claymore. Donc je parle pour ceux qui connaissent pas. C'est que des femmes. Et leur but, c'est de protéger les humains des démons, donc c'est les Yoma. Et c'est vraiment gentil contre méchant. Donc il y a le côté dichotomie. Et tu explores en fait ça. Tu dis, oui, mais un Yoma, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste des animaux sauvages? Non, ça n'a pas l'air. Parce qu'ils sont intelligents, machin, bidule, du coup. Pourquoi est-ce qu'il est méchant? Parce que... Enfin, c'est cliché, mais... Donc, on va explorer ces choses-là comme ça. Et aussi le fait, mais pourquoi c'est que des gonzesses? Et est-ce que l'organisation des Claymore, ils font pas des trucs un petit peu chelous, etc. Donc, on va jouer sur la dichotomie, en fait. Tu as la dichotomie qui est claire, nette et précise. Il faut protéger les humains des démons. Mais, à travers cette dichotomie, on peut explorer les choses. Là où on va reprendre Game of Thrones, tu vois, où il dit moi c'est pas dichotomique, c'est plus là. Mais non, en fait, toi c'est pas que c'est dichotomique, c'est que tout le monde est un fils de pute. C'est vrai. Pour le peu que je vis, oui, effectivement, oui. Enfin bref, ça c'est mon avis encore une fois. Hein. Oui. Mais Claymore, c'est vraiment un manga. Voilà, Berserk, vous connaissez, tout le monde en parle, moi le premier. Mais Claymore, allez regarder ça, c'est trop bien quoi. Je sais que même à l'époque on me l'avait conseillé, mais je l'ai pas vu. Ah, c'est génial, hein. C'est exceptionnel. C'était une vendeuse de la Fnac avec qui on partageait beaucoup d'intérêts communs. On était fans de Riniko et tout ça. Elle m'a dit je vous recommande de lire ça. Ah, ok, d'accord. Pour après... Bah, ça m'étonne pas, vu ce que toi tu aimes, c'est un truc qui te plairait, je pense. Hein. Ouais, juste après elle m'a lâché, mais par contre j'ai remarqué, monsieur, que vous aimez beaucoup les mangas adressés à un public féminin. Ah. Ma masculinité en prend un coup dans le Alors, c'est pas du tout adressé à un public féminin pour le coup. Non, mais je pense qu'elle a fait ça justement pour équilibrer le bordel. Mais j'étais là, comment dire, Ranma Demi c'est un shonen à la base. Fait oui, mais il y a des intermédiaires, monsieur. Bon, bah écoute. On va faire temps d'après. C'est une gateway drug. Une gateway drug. Mais ouais, bah, du coup, tu parlais de Berserk. Qu'est-ce qui et tu avais dit justement que c'était pour toi une des références ultimes pour la Dark Fantasy. Qu'est-ce qui t'a autant plu dans Berserk? Tout. Je sais, ça aide pas comme réponse, mais pour moi c'est la référence ultime. Tu ne peux pas faire mieux que Berserk. Historiquement, la palme va à Moorcock, on est clair et net, mais en termes de sublimation, et moi j'irais même à dire, pour moi Berserk c'est la meilleure œuvre de fiction jamais réalisée tout court. Je veux dire, l'Odyssée d'Homère, Hamlet, tout ça, t'oublies, tu mets Berserk à la place. Berserk King, voilà. Comme les jeunes disent aujourd'hui, c'est le GOAT, voilà. Mais pourquoi? Parce que vraiment, tout est exceptionnel dedans. Les dessins, la psychologie des personnages, les interactions,
le rythme, le pacing, le côté impact, la violence, elle est parfaitement dosée, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment atroce pour que tu dises mais c'est monstrueux, et suffisamment à ne pas franchir un certain cap pour qu'on garde du contraste. C'est un problème que les gens ont quand ils font de la dark fantasy et qu'ils veulent aller directement dans le gore, des tripes, des boyaux, de la foi et du cerveau. Ouais. C'est oui, mais il faut que tu contrastes, sinon il y a que ça. Et s'il y a que ça, il y a plus rien en fait. Il faut qu'il y ait un élément opposé en fait, une comparaison. Est-ce qu'il a un peu, il fait un peu comme Suishida, tu sais, l'auteur de Tokyo Ghoul. Moi, Tokyo Ghoul, au départ, je voulais pas regarder parce que je me suis dit ça va être trop gore. Et en fait, Suishida, il a un truc qui fait que même moi qui est sensible au gore, j'arrive à lire ce truc, c'est qu'il esthétise le sanglant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, et j'ai envie, si tu veux bien, de montrer un panel de Berserk, ouais. Art of Berserk. Celui-là, il est somptueux. Il faut que je trouve en particulier, par contre, Guts Saves Casca. Ah oui, voilà, je l'ai. Merci. Charge, connard. La violence. Ouais, je te l'envoie en MP. Ok. Ah, pendant ce temps... J'en profite pour régler ça. Voilà. J'ai l'impression d'être comme Mr MV à configurer mon stream en direct. Alors, tu me l'as envoyé en... Ah oui. Alors, hop. On va aller dans... Tac. Voilà, je meuble pour toi. Donc là, j'ai envoyé à Taiki une image de Berserk qui pour moi, comme le disait Taiki, esthétise en fait le gore et la violence et le côté sombre, et qui a cette opposition que, oui, c'est méga violent, mais si tout est violent, rien ne l'est en fait. Il faut qu'il y ait un contraste. Si tout est de la merde, bah, il y a pas que de la merde alors, parce qu'il y a que ça. Ou si tout est beau, bah, rien ne l'est parce que tout est identique en fait. C'est un peu comme le méchant de Indestructible. Si tout le monde est un super-héros, personne... Ouais, si tout le monde est un super-héros, personne ne l'est. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Après les Indestructibles, quand tu es adulte, tu comprends que le vrai méchant, c'est Monsieur Luff. Ce n'est pas Syndrome. Monsieur Luff, c'est qui encore? Le patron de... Oui, l'assureur. Qui ne pense qu'aux actionnaires et pas à ses clients. Quand tu es adulte, tu comprends que c'est lui le vrai méchant. Tu sais, c'est un truc qui traîne sur Internet. Quand tu es adulte, tu apprends que le vrai méchant, c'est Monsieur Luff. Bah, il y a aussi quand même le gouvernement, hein, parce que ils sont là, ouais, les héros, machin, bidule. Mais c'est le problème classique de Superman qui est éternel. C'est, tu veux quoi? Tu veux qu'on laisse un méchant parcourir la ville tranquille, sans qu'on protège qui que ce soit, parce qu'on va casser des trucs, ou alors tu veux bien laisser Superman intervenir au risque qu'il y ait des dommages collatéraux. Ouais. C'est un peu la thématique du film Man of Steel. Je sais qu'il y a beaucoup... Ouais, c'est ça. Beaucoup avaient dit, pour un super-héros, je trouve qu'il fait beaucoup de dégâts. Je fais, bah ouais, mais... On fait pas d'homeless sans casser deux. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Coup, ouais. Je rappelle... Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, mais du coup... Non, vas-y, fini comme ça. Après, on pourra revenir sur l'illustration. Ouais, bah c'est dans Man of Steel, en fait, si tu laissais faire et tu laissais agir ces Zod, bah Zod, il détruisait la planète, littéralement. Ouais. Il la terraformait... Surtout que les gens ont tendance à oublier que Zod, il le tue également dans un autre film avec un grand sourire. Donc, bon, quelque part... mais du coup, là, effectivement, donc c'est le gore esthétisé, c'est les espèces de gars dans le fond, c'est ça? Ouais, en fait, il vient tous de les découper en courant comme un dératé pour aller sauver la jeune fille par terre qui s'appelle Casca. Qui est son amoureuse, mais enfin amoureuse, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ils sont amoureux à la base. C'est juste qu'elle est devenue folle, elle a perdu la tête et perdu l'esprit, et du coup bah il doit s'en occuper, mais vu qu'elle est folle et qu'elle a perdu l'esprit, il a du mal en fait
la maîtriser pour pas qu'elle se balade n'importe où et qu'elle aille sauter dans une falaise. Sans lui faire de mal et tout ça. Enfin, il y a tout un problème en fait lié au fait que Guts il ne sait pas comment s'occuper d'elle. Et là, bah, c'était un moment où il l'avait perdu de vue. Et il est venu mais en mode Sonic pour vite faire zzzz pour la sauver. Et il a défoncé tous les mecs là dans le dos qui sont des démons à moitié infectés. Enfin, c'est des demi-démons. Si je ne m'abuse dans la scène. Et donc ouais, il les a fracassés avec un coup de son gigantesque épée. Sa gigantesque épée. Ouais, non, et c'est vrai que là, du coup, tu vois le côté cru de la scène avec les démons qui tombent en morceaux. Mais de l'autre côté, avec les lignes de vitesse, on voit un peu les lignes de vitesse, c'est suffisamment esthétisé pour que la violence paraisse supportable. C'est pas ça, moi en tout cas, c'est pas ça qui me fait dire, comme tu dis, l'esthétisme. C'est le paradoxe en fait et le contraste entre Guts tout en noir, méchant avec une grosse épée plein de sang, les démons qui se font découper derrière, et puis une jeune fille innocente qui justement, la position de Guts fait que tu comprends qu'il est là pour la protéger en fait. Enfin, moi, c'est ça qui me parle. Maintenant, chacun a son interprétation et son ressenti. Il y avait un reviewer qui demande comme Harley Quinn pour le Joker. J'avoue, je comprends pas la question. Enfin, je vois pas le rapport et le truc. Ouais, c'est peut-être quand elle demande pour quand Casca qui est devenue folle. Non, en fait, c'est que elle a vécu un truc horrible. Ouais, elle s'est fait V, on va dire ça comme ça, et elle a vu tous ses camarades se faire démonter, manger par des démons. Elle a été en enfer, littéralement, elle est allée en enfer. Guts aussi d'ailleurs, parce que Guts il a perdu un bras et perdu un œil à cause de ça. Et parce que le bras qu'on voit qui tient l'épée, c'est un bras mécanique. Qui est basé d'ailleurs sur un vrai personnage historique, mais j'oublie le nom. Mais je crois que c'est Von Guts quelque chose, ou que ça ressemble à ça. Peu importe. Et en fait, elle est complètement... Elle est démente, en fait. Elle est folle. Elle sait plus parler. Elle communique plus. C'est devenu un enfant, mais un enfant débile, dangereux, quoi. Dangereux pour elle-même. Son esprit a été complètement brisé. C'est aussi en partie pour ça que je veux pas lire Berserk, parce que je sais que je vais finir en pleine dep après la lecture, quoi. En plein quoi? En pleine dep après la lecture. Dépression, ok. Ouais. Non, justement parce que c'est le principe de Berserk. Alors c'est pas un spoiler, mais le principe de Berserk, c'est le principe de ce qu'on appelle le struggler. Donc c'est de l'anglais to struggle. Struggle, ça veut dire lutter. La résilience. Et non, struggle, c'est quand tu affrontes quelque chose et que c'est compliqué. Donc c'est lutter. Non, parce que en résilience, tu traduis ça en résilience. Mais tu vas comprendre quand je vais te développer. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est tu luttes contre le destin. Puisque dans Berserk, le destin est écrit. Mais il y a des personnages qu'on appelle des strugglers. Là, on n'en connaît que 2 pour le moment. Qui, eux, ils combattent le destin. Qui est ce qu'on appelle l'esprit du mal ou le cœur du mal. Je sais plus comment c'est. Enfin, c'est le cœur démoniaque qu'on voit dans un panel qui a d'ailleurs été... des fois supprimé, des fois il est gardé, enfin, suivant les versions, il est dedans, pas dedans, peu importe. Ou l'idée du mal, je sais plus, peu importe. Mais donc les fils du destin sont écrits comme les 3 normes, tu vois. Et du coup, ces gens-là, dont Guts, ils essayent de se battre contre le destin. De changer l'avenir, on pourrait dire ça comme ça. Je vois. Ouais, donc il y a quand même un peu de résilience. La résilience, c'est quand tu continues, quand tu continues à te battre, donc il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu de ça. Donc, alors, résilience, c'est pas tout à fait ça. Résilience, le mot résilience, c'est plus pour dire tu affrontes quelque chose, tu traverses quelque chose et tu en ressors plus fort. C'est notamment utilisé aussi dans la construction, parce que tu as des matériaux qui ont une très bonne résilience, qui, sous pression et malgré les dégâts, ils vont reprendre leur forme initiale et leur résistance initiale. Après, je chipote, hein, excuse-moi de t'embêter, mais voilà, c'est...
C'est ça en Ouais, fait. mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas juste dans les ténèbres, quoi. Il y a quand même une lumière tamisée. Non, totalement, Voilà. totalement. Oui, et puis bon, je veux pas te montrer 36 images, mais t'as plein de trucs qui mettent de la légèreté. T'as le personnage de Puck, t'as Casca, tu vois, avant qu'elle devienne folle, ils font l'amour ensemble, Guts et Casca et tout ça. Ils parlaient de partir ensemble, vivre leur vie, et puis juste à ce moment-là, il y a eu le grand sacrifice et des choses comme ça. Enfin, bref, c'est une œuvre majestueuse. Oui, c'est dark, oui, c'est violent, oui, c'est vénère. Mais c'est comme dans mes bouquins, il y a du positif à côté pour faire le contraste, justement. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est ok, tout est dark, tout est foutu, on n'a qu'à se suicider. Et c'est le message, tu vois, c'est pour ça que j'adore Berserk, c'est que c'est méta avec lui-même, en fait. Enfin bref, c'est génial. Lisez Berserk. Est-ce que tu as suivi ce qui a été fait par Kojimori et Studio Gaga depuis la mort de son auteur? Tu veux dire, est-ce que j'ai continué à lire Berserk malgré le décès de Kentaro Miura? Ouais. Oui, bien sûr, je suis à jour. Et c'est que ça reste cohérent malgré tout ou Oui. Après, tu notes. Hein, mais après, c'est le fait, est-ce que on le remarque parce qu'on sait qu'il est mort? Ou est-ce que, tu vois, on sait pas. Mais moi, ça ne me choque pas. Et Kentaro Miura, il a dit, j'ai légué ça à ce type-là, qui va s'en occuper. Et son meilleur ami, qui a été d'ailleurs l'inspiration pour Griffith, et qui a toute une histoire entre Kentaro Miura et cet ami en question, qui a rejoint l'équipe, qui bosse dessus maintenant. Moi, ça me va. Et j'ai pas lu un panel ou lu un scan ou vu des dessins en disant oh c'est moche, c'est pas ça, c'est pourri. Tu vois une légère différence, mais ouais, c'est du pinaillage, quoi. C'est du pinaillage. Tu veux ta fin de Berserk ou tu veux pas ta fin de Berserk? Parce que Kentaro Miura, il a donné toutes les notes. En tout cas, de ce qu'on sait. Il a donné toutes les notes. Et Studio Gaga, celui qui fait les dessins, il a été désigné aussi par Miura, parce que Kojimori, c'est un ami d'enfance, ça oui, mais... Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, et Studio Gaga, celui qui s'occupe des dessins... Normalement, il a désigné tout le monde, il a choisi toute son équipe, il avait prévu le coup, en fait. Putain. Je pense pas qu'il avait prévu de mourir, mais il s'était dit, je sais que mes fans veulent ça, et je veux finir mon œuvre même après ma mort. Donc, en tout cas, c'est l'information que j'ai. Je peux me tromper, mais il me semble que oui, c'est comme ça. Tout avait été organisé, prévu d'avance, en fait. Parce qu'il sentait que sa santé déclinait, mais à mon avis, c'est un truc que les studios de manga, des studios de publication doivent faire. Genre, écoute, on voit que t'es malade là depuis quelque temps. Si jamais il t'arrive un truc, on fait quoi? Ouais. Ils ont anticipé, il fallait. Mais, je pense. En fait, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un problème commun à tout pas mal de mangaka. Hein, c'est dès qu'ils atteignent un âge avancé, sans être forcément dans leur troisième âge complet. Enfin, t'as vu, Toriyama, il était pas non plus très vieux, et pourtant tu as vu, lui aussi, il a succombé. Mais ils sont tellement pris dans un cercle de travail acharné qu'ils finissent par se travail, quoi. Et moi ça m'inquiète pour Rumiko Takahashi, parce qu'elle a plus de 60 berges, j'ai peur que ce soit la prochaine, quoi. C'est ma grosse crainte. Le Japon, c'est le travail acharné. Hein. Ouais. Alors, je vais faire... Au final, je sais pas si on parle autant de Dark Fantasy que de autre chose que ça, mais enfin, juste ici, après, on recentre. Ouais, avec Afro, donc je t'avais parlé avant le live, si jamais tu cherches des invités et tout ça. Donc elle s'intéresse au sumo. Et les sumo, en fait, c'est un sport qui est extrêmement méconnu, à tort ou à raison, peu importe. Ça peut se faire un bon sujet, tiens, maintenant que j'y pense. Ouais. Mais et en fait, moi le sumo je connais parce que j'aime bien, mais en fait c'est que les gens ne connaissent pas et ils voient juste le fait que c'est des obèses. Ok. C'est ce que disait Sarkozy pour se foutre de la gueule de Chirac. Il disait, parce que Chirac était un fou de Yokozuna, de sumo, enfin tout ça, c'est un passionné de culture d'Extrême-Orient. Et Sarko, pour se foutre de sa gueule, lui a dit qui peut aimer ce sport d'obèse au chignon gominé. Donc tu vois, c'est... Ouais, et en fait, les sumo, en fait, l'entraînement qu'ils font, mais c'est un truc de fou furieux. C'est un truc de fou. Ils ont par exemple un espèce de poteau en bois
mais c'est vraiment littéralement un poteau en bois. Hein. Mm. Tu tapes un arbre, c'est pareil, hein, sauf que là, c'est légèrement taillé et tout ça. Et en fait, tu dois faire ce qu'on appelle des tsupari. Et donc, c'est des espèces de claques avec la paume ouverte dessus. Et tu dois faire des coups de boule aussi, parce que ça arrive des fois de faire ça, donc il faut renforcer et tout ça. Le machin, il se prend mais 40 000 claques par jour, ce machin en bois, quoi, tu vois. Donc, t'imagines le nombre Bah, il commence je sais pas, à 6-7 heures du matin. Ils bossent jusqu'à 16 heures. Ils font une journée complète comme un travailleur normal, sauf que c'est du sport, quoi. Mm. Et c'est des trucs, genre, tu fais du squat, tu fais des grands écarts, tu fais de la marche sur de la terre pilée avec des pieds nus. Enfin, c'est... Laisse tomber, quoi. Bah écoute, ce serait intéressant d'aborder ce... Et d'ailleurs, sur le chat, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire, à me le faire savoir. Et on verra si on peut se planifier ça, ça pourrait être intéressant. Mais du coup, on va recentrer sur le sujet. Vu qu'on est sur cette scène, on va pouvoir... Je te propose qu'on revoie un peu parce que tu m'as envoyé quelques images. Notamment celle-là. Donc ça vient de ta série Les Royaumes démoniaques, c'est ça? Alors attends, je vois parce que le décalage. Ouais, donc ça c'est un work in progress, donc il n'est pas encore terminé. Et d'ailleurs, pour les experts, vous voyez que il n'est pas en HD, il est un peu flou. Mais c'est un work in progress d'un dessin du tome 5. Donc là, je vous fais un teasing de la suite. C'est ça. C'est un teasing d'un dessin qui va sortir bientôt dans le tome 5. D'accord. Et qui c'est qui s'occupe des illustrations pour ton livre? Alors, j'ai changé pas mal de choses dans mon entourage professionnel ces derniers temps. Donc là, c'est une fille qui s'appelle Marion Bouzir et son pseudo c'est Yenka. Je vais donner le Instagram si ça t'intéresse. Vas-y. Tu peux même le partager sur le chat si ça peut intéresser. Ah, on peut mettre des liens? Je crois, ouais. Parce que sur YouTube, il veut pas, donc j'ai le réflexe que les liens... Il me semble, en tout cas, faudra demander confirmation à Sayuri, mais Sayuri n'a pas eu de mal à envoyer des liens. Sayuri, ma modératrice. Ouais, mais elle est modératrice, donc on va voir. Donc je fais... Test. Au pire, tu... Ah bah voilà, bah tu vois. Bah à mon avis, c'est un truc à paramétrer. Ça. Donc ouais, ça c'est l'Instagram de ma dessinatrice donc qui a fait cette pièce-là. Mais comme j'ai dit, c'est du work in progress, c'est pas terminé. Il y a encore des détails à corriger, des trucs comme ça, et voilà. Mais c'est un pur bonheur de travailler avec elle. Moi, je travaille avec elle depuis longtemps. Hein. En fait, j'avais 3 dessinateurs, et finalement, j'ai décidé de garder que Marion. D'accord. Elle arrive à cerner l'univers que tu as en tête. Oui, déjà, après, il y a d'autres facteurs. D'accord, non, mais... mais c'est... Comment dire? En fait, je te demande ça parce que on est tous les deux collègues écrivains, et c'est vrai que moi, par exemple, en ce moment, je travaille avec une illustratrice dans le cadre d'une réédition, et c'est une personne qui arrive à cerner l'univers dans lequel je vis, et c'est souvent là où il y a les meilleures relations de travail. C'est quand la personne en face arrive à cerner l'univers dans lequel tu vis. Oui, c'est un facteur. Pour moi, il y en a plusieurs. Hein. Pour moi, alors je vais pas rentrer dans les détails et tout ça, mais pour moi, il faut que la relation de travail se passe bien. Oui. Donc ça peut passer par, comme tu dis, est-ce qu'elle cerne ce que tu veux, la personne avec laquelle tu travailles, homme, femme, cheval, on s'en fout. Là, ici, moi, c'était notamment une question de méthode de travail, de communication. Il y a aussi le prix et comment on paye, comment on s'arrange et tout ça. Il y a plein de facteurs. Moi, je l'ai appris à mes dépenses et que tu ne peux pas travailler avec quelqu'un avec lequel tu ne... C'est pas que tu ne t'entends pas, mais j'ai envie de reprendre... Il n'y a pas d'atome crochu. Ouais, j'ai envie de reprendre une phrase d'Alexandre Astier, même si c'est cliché, il y en a qui supportent pas, il doit arrêter avec Astier, mais il dit des trucs bien. Il disait, moi je ne bosse plus avec des gens avec qui je ne ferai pas un dîner, ou je n'irai pas dîner. Oui. Moi je trouve que c'est pas con, tu vois. C'est une bonne façon de... Lui il bosse avec sa famille entière, donc... Ouais, mais il n'y a pas que ça. Mais l'idée reste intéressante, c'est que si moi je ne me sens pas à l'aise avec la personne avec laquelle je travaille, mais à quoi bon, quoi?
Ouais. Si la communication passe pas, si tu veux des modifications, ça ne passe pas, enfin, ou si tu n'arrives pas à t'arranger pour le paiement parce que tu veux une grosse commande, mais tu demandes un étalage de paiement, ou si le prix il est juste abusé, c'est pas possible, ou si il dit non mais tu me payes d'abord et je bosse ensuite. Enfin, t'as plein de choses. Chacun a sa façon, chacun va dire ça je suis d'accord, ça me dérange pas, ça je m'en fous, ça blabla. Il faut que c'est comme avec les psys, c'est comme avec l'amour, c'est comme avec les potes. Faut que tu trouves la personne avec laquelle ça fonctionne. Bien sûr. Effectivement, sur ce point-là, moi j'ai travaillé dans pas mal de collectifs où ils ont voulu mettre le professionnel avant l'humain. Et à chaque fois, ça s'est mal terminé. À chaque fois, je leur disais, idée de merde. Et en fait, non, mais on va le faire quand même. Ok. Ah, ça s'est pété la gueule, tiens donc. Moi, ça me dérange pas de mettre le professionnel avant l'humain, mais il faut qu'il y ait un minimum syndical d'humanité quand même, quoi. Ouais, mais des fois, il y avait très peu, quoi. Ouais, c'est ça, mais il faut qu'il y ait un minimum syndical. Après, le minimum syndical, il peut être un peu élevé, hein. Oui, mais c'est très très souvent, t'étais là, non mais tu vois bien que ça fout le bordel, là, on n'arrive plus à s'entendre. Ouais, mais les pros, oui, non mais on s'en fout, c'est ça le problème. Ouais, non, là je suis d'accord. C'est un peu comme, je suis désolé, je vais prendre un exemple qui va pas forcément plaire, mais mais il est trop beau, mon mec. Ouais, mais il te colle des claques. Ouais, mais il est beau. Je sais pas si ça va passer. Les propos n'engagent que mon invité, d'accord? Voilà. Le mec qui... Non mais oui, je visualise... Non mais de toute façon, on est d'accord, hein, l'humain reste important malgré tout. Oui, clairement. Et là, nous avons du coup... Alors ça, c'est pas le tome que tu es en train de préparer, c'est le précédent, ça, c'est... Attends, je vais voir quand tu vas... Ouais, non, si, c'est le tome 5, voilà. C'est ça. Ouais, c'est le tome 5, donc c'est celui que normalement je devais faire la promotion ici avec toi. Ah non, ok, ouais, donc ouais, c'est celui-là qui est en... D'accord, donc là c'est le... D'accord. Alors, en ce moment, moi je suis en train de refaire mon premier tome, donc comme tu parlais toi que tu étais en train de faire une révision d'un bouquin, je fais pareil. Je le remets à neuf, je mets un coup de balai, tout ça. Surtout que j'ai un nouveau logo, donc ce logo-là que vous voyez dessus, c'est un nouveau qui est pas encore sur mes bouquins. Donc j'avais prévu plein de trucs. Et ça a été compliqué et du coup voilà, j'ai fait ça, mais certaines choses sont prêtes et là c'est le tome 5, donc c'est le livre qui va normalement être en financement, si je ne m'abuse, au mois de mars. Mois de mars. Si tout se passe bien, au mois de mars on lance ça. Et écoute, lorsque ce sera le moment, on fera un petit partage sur les réseaux sociaux. En fait, je viendrai te revoir en disant hey, t'as une place? Ouais, ah, tu veux revenir sur Radio Dojo? Ok. Pourquoi pas? Okay. À moins que tu veux pas. Hein. Non, mais pour. On pourrait parler d'autres choses. Par exemple, on pourrait parler des financements participatifs de façon générale, tu vois. C'est un truc que je pense pas que t'as couvert. Moi, j'ai sorti une vidéo là-dessus il y a quelques jours. On est quand aujourd'hui? Jeudi ou mercredi? On en avait parlé à l'époque de Virtual Livre, mais sur Radio Dojo jamais. Donc ouais, ce sera l'occasion. Ouais. Ici aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti une vidéo. Alors, je vais pas parler de politique, je parle du financement participatif. De Usul qui a fait une grosse connerie sur un financement participatif qu'il a fait, où ça fait plus d'1 an et demi qu'il avait fait une promesse et c'est toujours pas fait. Mais c'était de l'arnaque le machin. Il y avait aucune contrepartie quoi. Les contreparties c'est merci, votre nom dans les remerciements. Pour 1000 balles, tu avais un poster. Ouais, donc ce sera un peu le financement participatif pour les nuls, nouveau sujet à voir. Ouais, ça peut être effectivement très intéressant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je remarque que beaucoup de gens ne veulent plus faire de financement participatif parce que soit les gens se sont barrés avec la caisse, soit des fois le projet il sort. Mais attends, je vais payer pour ça moi. Tu vois, c'est... Mais oui, mais c'est normal, je les comprends et ça m'énerve moi parce que justement c'est le message de ma vidéo, c'est il faut arrêter en fait et ils sont en train de détruire ce truc qui est un super moyen de financer des projets cool avec des artistes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens ou la notoriété ou les contacts ou ce qu'on veut quoi. Non mais ce sera l'occasion d'en parler ce jour-là. Et cette affiche-là que tu m'as envoyée, qu'est-ce que tu peux en dire?
Alors, pareil, 2 secondes, j'attends que le délai arrive. Ah oui. Alors, donc ça, c'est un autre projet, pareil, un reveal exclusif pour toi. Hmm. C'est la prochaine nouvelle affiche de ma grande bâche décoratrice dans mon stand quand je suis en convention. D'ailleurs, si jamais vous passez à la Made in Asia ce week-end, bah, j'y serai. Donc, avec plaisir, venez me voir. Mais ce sera aussi la couverture du prochain projet d'artbook. Parce qu'en fait, le Ulule que je faisais, c'était un petit peu pour 2 trucs. Mais c'était censé être une révélation secrète, machin truc. C'était le tome 5 et une préparation du l'artbook que j'ai fait à l'époque, mais que le projet a échoué, et du coup, je voulais le retenter. Mais donc, j'ai déjà la couverture de l'artbook. Dans les royaumes démoniaques, quelles ont été tes principales influences dans la Dark Fantasy? Bon, je suppose qu'il y a eu Berserk et Warhammer. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui sont... T'as vu comment j'anticipe En fait, il y a eu très peu d'influence d'œuvres de fiction. Il y a eu Berserk pour une seule chose, c'est l'ambiance en fait et l'atmosphère. L'atmosphère de Berserk est très pesante, mais elle a un côté comment expliquer? C'est un peu comme si tu étais dans les ténèbres absolues du néant, de l'obscurité infinie, mais que tu avais une petite étoile qui survit. Oui. Et du coup, les ténèbres ne gagnent pas. Ouais, ce que j'avais dit avant, ouais, que même au plus profond des ténèbres, il y a une petite lumière tamisée. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je voulais un peu ce genre d'ambiance et d'atmosphère dans Berserk. Alors, aussi également tout ce qui est l'aspect psychologie, philosophie, la nature humaine. Est-ce que l'être humain est foncièrement bon, mauvais? Est-ce que quel est le prix que tu payes pour tes désirs? À quel point est-ce que tu veux quelque chose? Blablabli. Qu'est-ce que c'est le courage, l'amitié, tout ça? C'est énormément de réflexion sur la nature humaine au sens large du terme et sous toutes ses formes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, non, en fait, moi, c'est principalement pour tout ce qui est mes romans, c'est des œuvres de philosophes. Donc, principalement Nietzsche, Diogène, et à chaque fois, j'oublie, je confonds. Je confonds Socrate, Platon et Aristote. Je sais jamais lequel des 3 c'est, mais voilà, ça peut peut-être avoir un mélange aussi, mais voilà. Il me semble Donc que c'est des œuvres de Socrate, alors il me philosophie. semble que c'est Platon qui écrit et il écrit sur Socrate, me semble-t-il. Ouais, donc à mon avis c'est plutôt Platon. Alors après j'aime bien Aristote pour son principe de la démocratie et tout ça, mais c'est autre chose. Mais voilà, donc il y a des œuvres de philosophes. J'aime beaucoup aussi Hobbes. Ça c'est un sociologue plutôt qui a écrit Léviathan. J'aime beaucoup. Mais aussi et surtout ma vie personnelle. D'accord, bah oui, hein, je crois que c'était Cédric Cyr qui disait dans mes romans, je mets des petits morceaux de moi en fait. Je crois qu'en tant qu'écrivain, on fait Ouais, tout ça. tu me l'as sorti d'ailleurs à la précédente interview, cette petite phrase-là. Mais c'est vrai, hein, Non, non, c'est mais pas faux. c'est peut-être possible, mais c'est vrai que parce que moi, je disais ça à un moment à un pote à moi qui aime beaucoup Cédric Cyr, bah on le connaît tous les deux, et en fait, quand je lui ai dit, bah en fait, j'ai mis un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, il fait ouais, bah tu fais du Cédric Cyr en fait, et c'est quand j'ai discuté avec d'autres auteurs qui m'ont dit, ouais, normal quoi, c'est normal, tu mets toujours un peu de toi dans tes persos. Mais c'est obligatoire en fait. Ouais. Je dirais même, c'est plus qu'obligatoire, c'est systématique, c'est indispensable, c'est inévitable parce que tu Ouais. ne peux pas. Bon là, on va commencer à rentrer dans la philosophie et la psychologie, mais tu ne peux pas parler de quelque chose qui ne t'a pas impacté ou qui ne t'a pas touché de près ou de loin. Ça peut être autant quelque chose que tu dénonces que quelque chose que tu aimes. Je veux dire, un bon exemple, c'est toi, t'aimes bien la musique métal comme moi. Mhm. Le métal, il parle beaucoup, bon, on va pas dire tout le temps, mais beaucoup de choses négatives. On va prendre le cliché du black metal, c'est les ténèbres, gras, 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 les ténèbres, gras, gras, gras. Mais pour beaucoup de ces groupes-là, d'une certaine façon, c'est un exorcisme, c'est-à-dire qu'ils vont, dans leurs chansons, faire une fausse glorification de ces thématiques pour les dénoncer.
Oui, c'est un peu le sempiternel débat que j'ai eu récemment d'ailleurs avec Stéphane Petros sur une autre émission qui dit toute œuvre est politique et moi j'ai dit non, toute œuvre est philosophique. Et Ouais. c'est un peu le débat qu'on a. Ouais, mais on sera pas d'accord sur ça. Enfin, Ah non, justement, moi, je suis ton avis. Moi, pour moi, ouais. non, une œuvre n'est pas politique. Bah en fait, le problème c'est qu'ils se basent sur une leur scène définition alors qu'aujourd'hui c'est l'exercice du pouvoir en fait. Donc non, du coup non, dans la nouvelle Ouais, moi, définition. tu vois on est d'accord à quand même un certain nombre d'occasions. J'ai jamais dit le contraire. Mais non, c'est parce que voilà que je te taquine. Ouais. C'est parce que tu disais, ouais, on va pas être d'accord encore sur ce truc-là. Non, mais, Mais non, je disais, on sera pas d'accord. Je parlais de moi et Stéphane. Fallait pas se sentir visé. Mais c'est. ah, ok, pardon, excuse-moi. Non, mais oui, c'est vrai que j'aurais dû être plus précis. Mais non, Pas de souci. mais c'est inévitable. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, t'as cité principalement des philosophes et des sociologues, quoi. C'est assez étonnant, quoi, que tu cites plus ça que des œuvres de fiction. Bah ouais, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, quoi. Je veux dire, moi déjà à 2-3 ans, je regardais Dragon Ball sous le club Dorothée, quoi. Hmm. Non, mais je veux dire, Je... le fait que tu cites principalement des philosophes et des sociologues plus que des œuvres de fiction, en termes d'influence, c'est surprenant. Mhm. Ah bah pour moi ça ne l'est pas forcément, mais Ah bon. après j'entends que je suis probablement une minorité. Hmm. Mais en fait le truc qui est intéressant dans ces œuvres-là, comment c'est encore, je sais plus quel auteur aussi, il a écrit les dialogues. Et c'est une série de vieux bouquins gréco-romains encore, où c'est juste un débat en fait entre deux personnages. Euh, et je crois même que c'était dans le but de dénigrer un autre penseur, enfin peu importe. C'était un peu comme les rap battles ou les diss tracks de l'époque. Si tu parles, j'ai l'impression Écoute que ma tu me nouvelle décris, mixtape. j'ai l'impression que tu me décris Protagoras en fait. C'est possible. Ouais. Je sais plus le nom, ça fait longtemps. Et j'ai pas j'ai lu ça sur Wikipédia et je me suis renseigné. J'ai dit putain, mais c'est épique en fait ce truc. Et bref. Et du coup, en fait, c'est que dans ces œuvres de penseurs, en fait, quand tu lis leur analyse et quand tu essayes d'imaginer ça, et que tu dis, ouais, mais si le monde, il était comme il voudrait un peu plus qu'il le soit, parce que c'est le but de tous ces auteurs-là, ces penseurs-là, c'est, moi, je vois le monde de telle façon, pour moi, le monde doit être de telle façon, le monde ne devrait pas être de telle façon. Ben, en fait, tu vas prendre tous ces idées, tout ce pot pourri, et faire un univers avec des choses qui ne devraient pas, des choses qui sont, des choses qui devraient être, et tu fais un univers. Sauf que au lieu de mettre des humains, bah, tu mets des nains, tu mets des démons, tu mets des scarabées à 26 pattes, tu mets des chats tentaculaires avec 14 yeux, enfin, voilà quoi. Je vois. Ben, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, ça fait pas, enfin, c'est pas mes intérêts restreints d'autiste, mais moi, j'aime beaucoup ça. Et récemment, je parlais d'un copain. Bon, là, c'est juste l'anecdote. Voilà, je radote politique avec mes copains, mais c'était la société parfaite de Platon. Hmm. Où Platon explique en fait qu'est-ce qu'il voudrait dans une société, qu'est-ce qui devrait être, qu'est-ce qui ne devrait pas être et machin. Et on discutait de ça. Et en fait, c'est super intéressant parce que tu vois en fait, euh, en tant que créateur d'univers imaginaire, c'est hyper riche en fait. Ça donne des inspirations de fou furieux. Hmm. C'est pour ça que Game of Thrones, tu vois, pour moi, c'est une œuvre de fiction, oui, mais c'est trop pompé de faits historiques. Ils avaient même invité à un moment dans une émission un historien pour décortiquer les scènes et en fait, il avait expliqué que telle scène, en fait, ça se reproduisait le meurtre de César par Brutus, etc. Mais ouais, du coup, la complexité de ces ouvrages philosophiques et sociologues, ça te permet de mieux aborder la complexité d'une œuvre dark fantasy, quoi. La complexité. Clairement. Ben, par exemple, pour reprendre le cas de Berserk, elle a été analysée par des psychiatres. Hmm, Et elle dit ça m'étonne pas. c'est l'une des œuvres de fiction qui va le plus dans la profondeur de l'âme humaine, en fait, dans toutes ses formes, dans les fantasmes, dans les dérives, dans les lubies, dans la névrose, enfin, plein de choses, quoi. Enfin, je vais arrêter de parler de Berserk parce que je pense que les gens ont compris, mais en fait, c'est pour dire, pour parler de ta surprise de mes références philosophiques et sociologiques, c'est que
c'est là où tu vas trouver, entre guillemets, l'âme humaine et un pot pourri d'idées et une source de potentiel créatif incroyable. Moi, je bouffe des trucs tous les jours, hein, des films, des jeux vidéo, des séries, des mangas, des ce que tu veux. Mais je trouve que dans ces œuvres-là de grands penseurs ou de grands auteurs, euh, enfin, grand, on comprend. Hein, moi, je suis de ceux qui considèrent que le jeu vidéo est un art, hein, donc voilà. Bien sûr. Mais c'est aussi une source. C'est aussi une source. Et vu que moi, j'aime bien aller dans la psyché, j'aime bien aller dans le mystique, j'aime bien aller dans, pas la politique, mais comment, par exemple, tu peux expliquer, c'est ça qui était génial dans Warhammer, c'est que chaque faction avait ses ennemis, ses alliés, ses machins, et ils s'entendaient pas les uns les autres. Par exemple, les elfes, ils étaient alliés avec telle faction, mais cette faction-là n'était pas forcément alliée avec une autre faction qui aimait aussi les elfes, tu vois. Donc c'est intéressant, en fait, ces œuvres-là pour ça, pour créer un univers. D'accord. Bah écoute, je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon de la Dark Fantasy et par effet de ricochet de ce dont on peut révéler de ton œuvre sans trop spoiler. Je vais juste conclure avec Vero York qui dit sur le chat ils vont passer en collector avec l'ancienne écriture en parlant de tes bouquins. Ah oui, bah c'est vrai que alors c'est pas collector, mais ça va être une version bah, qui ne sera plus éditée, donc elle va être plus rare, ouais. Oui, Et les gens, si les gens veulent avoir l'ancienne version, bah voilà, ça va être forcément soit le stock qui me reste encore, soit ça va être achat d'occasion, quoi. bien sûr. Mais pour moi, les nouvelles versions vont être meilleures parce que le logo est mieux, il est mieux géré, etc. Je ne critique pas mes anciennes œuvres et je ne dis pas ouais, c'était nul, machin, j'ai fait de la merde, tout ça, tout ça. C'est plutôt que il y avait avec le Ulule tout un processus d'amélioration de mon univers en fait et de nouvel apport de choses fraîches. Bien sûr, mais tu sais, malgré tout, les lecteurs vont quand même s'intéresser aux premières versions. Tu sais, c'est souvent, tu sais, il y a souvent cet exemple, tu sais, Star Wars. Tu sais, c'est ceux qui veulent les anciennes versions. Oui. C'est pas seulement parce qu'ils trouvent les effets spéciaux dégueulasses, c'est parce que pour eux, historiquement, c'est important de conserver ça en fait. Ils disent oui, mais c'est pour voir le truc tel qu'il était à l'époque. Donc d'un point de vue d'historique et d'archives, c'est toujours intéressant les premières versions, tu vois. Donc à mon avis, il y aura quand même des mecs qui vont essayer d'avoir les premières éditions. Ouais, surtout que tu parles de révision de ton bouquin. Alors, je sais pas si toi tu fais ça, mais ouais, moi je réécris. Alors, je vais pas le réécrire totalement, mais il y a un gros travail de réécriture et de recorrection et tout ça. Et je suis là, oh putain, qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai branlé. Non, moi, c'est surtout des fautes qu'il y avait dans l'ancienne édition que j'ai corrigées entre temps. C'est juste ça. Et du coup, refaire les illustrations pour des questions. Moi, c'est un peu plus en profondeur. Après, moi, mon premier tome, faut pas oublier, il est sorti en 2018. Bien sûr. Et donc, je l'ai écrit en genre 2016-2017. Enfin, l'écriture s'est terminée à ce moment-là. Donc, il s'est passé du temps, quoi. Je comprends. J'ai hâte de lire le tome 5. Bah écoute, moi je suis très impatient de vous l'offrir, mais c'est toujours la question du pognon, l'énergie, le temps, tout ça, toi-même tu sais. Mais écoute, en espérant que tu aies beaucoup plus de chance que ces derniers mois. Et de toute façon, dès que Lulu sera prêt, avec grand plaisir, tu repasses sur Radio Dojo. Ah bah ouais, carrément, mais moi j'aime bien venir. En fait, je n'osais pas trop venir t'embêter, pas parce que tu me faisais peur ou au contraire que je voulais pas venir, c'est que je suis là. Ouais, mais si je viens trop souvent, ils vont, enfin, ou si je demande trop, peut-être ça va pas fonctionner. Il y a peut-être d'autres invités. Après, si on peut varier les invités, c'est toujours bien, tu vois, ne serait-ce que pour ceux qui visionnent, qu'on donne pas l'impression de toujours inviter les mêmes. Mais après, tu veux te dire, on a invité Pierre-Yves Rougeron 2 fois, on a reçu Capitaine France 2 fois. Ça nous pose pas problème de inviter des gens. Bah, si tu veux, tant que c'est suffisamment espacé, il y a pas de problème. Hein, si tu veux, je te ferai revenir encore sur ma chaîne en échange. Voilà, on fait un échange de Pokémon. On en parlera. Bah écoute, merci Christopher d'avoir maintenu ta présence. Merci de m'avoir accueilli. Il n'y a pas de problème. Merci à vous d'avoir regardé. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Je suis beau. Ça se défend. Bah écoute. Merci en tout cas à vous tous d'avoir suivi cette émission.
J'espère que ça vous aura plu. On vous tiendra au courant pour les prochains Radio Dojo. Vous savez que je vous annonce toujours l'invité la veille, ou des fois même le jour même, comme là, en fait. Désolé, hein, mais pour vous expliquer, mon animal de compagnie a eu quelques complications de santé qui m'ont forcé à ne l'annoncer qu'aujourd'hui. Mais promis, on fera un effort pour les prochaines. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!